Ada Vance sentait l'air de la salle de conférence s'épaissir de minute en minute. Elle était assise à la longue table en chêne sombre, sa tablette devant elle, enregistrant avec diligence chaque mot prononcé par Silu Conqued. Le PDG parlait d'un ton mesuré, mettant un accent clair sur chaque phrase, comme s'il planifiait à l'avance l'apparence de ses paroles dans le procès-verbal de la réunion. Les expéditions doivent être approuvées avant le 15, annonça-t-il en regardant les personnes présentes. Aucun retard. Ada notait cela comme un point distinct. Elle acquiesça, mais ses doigts lui parurent soudain lourds. Les touches de sa tablette semblèrent s'éloigner et les lettres nagèrent devant ses yeux. Ada essaya de se concentrer, mais la sensation ne fit que s'intensifier. Un martèlement commença dans ses tempes, et une pression étrange apparut dans sa poitrine, comme si quelqu'un avait placé une lourde pierre sur ses côtes et appuyé lentement dessus. « Cela va passer, pensa-t-elle. Je n'ai juste pas assez dormi. » Les 2 dernières semaines avaient été épuisantes, le rapport trimestriel, les négociations avec de nouveaux partenaires, les appels incessants et les approbations. Ada était habituée à la charge de travail. Travailler comme assistante exécutive du directeur d'une grande entreprise de logistique exigeait un dévouement total. Silu Conqued était un dirigeant exigeant, mais juste. Il appréciait sa ponctualité, sa capacité à anticiper ses besoins et son aptitude à garder le contrôle sur des dizaines de processus simultanément. En 3 ans au sein de l'entreprise, Ada était devenue un maillon irremplaçable. Elle connaissait toutes les subtilités de la circulation des documents, se souvenait du nom des clients clés et parvenait à coordonner le travail de plusieurs départements à la fois. Ses collègues la respectaient pour son professionnalisme et le calme avec lequel elle résolvait même les situations les plus complexes. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Elle leva les yeux vers Silu. Il continuait de parler, gesticulant de la main. « Iris, vous devez impliquer les ressources humaines dans l'expansion du personnel. Nous aurons besoin de 2 gestionnaires de relations clients supplémentaires, de préférence avec de l'expérience en logistique internationale. » Iris Conqued, la directrice des RH et la sœur de Silu, écrivait quelque chose dans son carnet. Son visage restait impassible et professionnel. Ada avait toujours admiré son sang-froid, Iris savait garder ses distances même dans les situations les plus tendues. 50 ans, une réputation sans tache, un tailleur impeccable et une coiffure soignée, elle était l'incarnation de l'ordre et de la discipline. Soudain, la pièce bascula. Ada s'appuya brusquement contre le dossier de sa chaise, essayant de garder l'équilibre. Son cœur commença à battre à un rythme effréné. Sa respiration s'accéléra, devenant superficielle, comme s'il n'y avait pas assez d'air dans ses poumons. Son front se couvrit d'une sueur froide sur sa peau sombre, et des cercles noirs nagèrent devant ses yeux. « Ada, m'entendez-vous » La voix de Silu résonnait comme si elle venait de très loin. Elle releva la tête, se forçant à sourire. « Oui, bien sûr. Je m'excuse. Il fait juste un peu chaud. Peut-être ouvrir une fenêtre. » « Non, merci, dit Ada. Je ferais mieux de sortir 1 minute pour prendre l'air. Je reviens tout de suite. » Ada se leva de la table, essayant de bouger avec assurance, mais ses jambes se dérobèrent traîtreusement. Elle sentit les regards de ses collègues sur elle inquiets, curieux, compatissants. En sortant de la salle de conférence, elle ferma la porte derrière elle et s'appuya contre le mur du couloir. La surface froide était apaisante, mais pas pour longtemps. Sa vision s'obscurcit et ses mains tremblèrent encore plus violemment. « Je dois aller dehors, décida-t-elle. L'air me fera du bien. » Ada passa devant son espace de travail, un bureau d'angle soigné avec 2 moniteurs, des piles de dossiers et un pot de violettes qu'elle arrosait scrupuleusement selon l'horaire. Elle attrapa son téléphone et son sac sur le bureau, jeta un léger cardigan sur ses épaules et se dirigea vers l'ascenseur. La réceptionniste, une jeune femme nommée Sierra, l'interpella. « Mademoiselle Vance, ça va ? Voulez-vous que je vous apporte de l'eau ? » « Merci, Sierra. Pas besoin. Je sors juste 5 minutes. » Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur et, quelques secondes plus tard, les portes glissèrent silencieusement. Les parois en miroir de la cabine reflétaient son visage pâle avec des perles de sueur sur le front. Ada ne se reconnaissait pas. Habituellement, elle avait l'air soignée et apprêtée, mais maintenant elle semblait malade et épuisée. En descendant au rez-de-chaussée, Ada sortit du centre d'affaires. L'air d'avril frappa son visage d'une légère brise, apportant avec lui l'odeur des bourgeons en fleurs, mais cela ne lui apporta aucun soulagement. Au contraire, la faiblesse s'intensifia. Ses jambes cessèrent de lui obéir. Tout tournait devant ses yeux,
et elle atteignit à peine le banc le plus proche situé à l'entrée d'une petite place à côté de l'immeuble. Ada se laissa tomber sur le siège en bois, fermant les yeux. Son cœur continuait de battre comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Elle essaya de respirer plus profondément, mais chaque inspiration demandait un effort. Ses oreilles bourdonnaient et le monde tournoyait devant ses yeux. Quelque part au loin, elle entendait les voix des passants, le bruit des voitures, le rire de quelqu'un. Mais tout cela semblait irréel, comme si cela se passait dans une autre dimension. Que m'arrive-t-il? Elle entr'ouvrit les paupières et vit la silhouette floue d'une personne penchée sur elle. C'était un homme âgé, 70 ans environ, portant une simple veste grise et un bonnet en tricot. Son visage ridé exprimait de l'inquiétude, et ses mains, fortes malgré son âge, cherchaient son poignet. « Que faites-vous » Ada retira brusquement sa main, effrayée. « C'est un cadeau de mon mari. » L'homme ne recula pas. Il la regarda intensément, presque en l'étudiant, et parla doucement. « Vous sentez-vous mal à cause de ce bracelet? Regardez ici. » Ada regarda son poignet avec confusion. Là brillait un mince bracelet en métal que Victor lui avait offert il y a 3 mois, une chaîne élégante avec de petits inserts magnétiques qui, comme il l'avait expliqué, était censé améliorer la circulation sanguine et soutenir la fonction cardiaque. Le bracelet était cher. Victor l'avait commandé par l'intermédiaire d'une connaissance, l'assurant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un bijou, mais d'un véritable appareil médical. « Vous portez cela constamment » continua le vieil homme. « N'en avez-vous pas le droit? Comment le savez-vous? » La voix d'Ada trembla. « Qui êtes-vous d'abord? Pourquoi avez-vous essayé d'enlever mon bracelet ?» L'homme se redressa, sortant de sa poche une carte d'identité usée dans un étui rouge foncé. « Arthur Pavone. Je suis médecin. Ou plutôt, j'étais médecin avant de prendre ma retraite. J'ai travaillé comme cardiologue pendant 40 ans au Mercy General Hospital, et j'ai vu pas mal de cas où de telles babioles causaient plus de mal que de bien. » Ada lutta pour concentrer son regard sur le document. La carte d'identité du vieux médecin, délivrée dans les années 90, confirmait en effet ses dires, une photographie d'un homme plus jeune au regard sérieux, un tampon et la signature du chef de service. « Mais mon mari a dit que le bracelet aidait, » objecta-t-elle faiblement. « Il ne ferait pas. » Sa voix vacilla et s'interrompit. Arthur secoua la tête, s'asseyant à côté d'elle sur le banc. « Écoutez, jeune femme. Je ne sais pas qui est votre mari ni ce qu'il vous a dit, mais je vois votre état. Vous pouvez à peine respirer. Vous êtes pâle comme un linge. Vos mains tremblent. Ce n'est pas seulement de la fatigue. Enlevez le bracelet pendant au moins 1 heure et sentez la différence. » Ada hésita. Victor insistait toujours pour qu'elle porte le bracelet sans jamais l'enlever. Il disait que l'effet n'était obtenu que par un usage constant. Chaque matin, il vérifiait si elle l'avait mis et s'énervait s'il remarquait qu'elle l'avait oublié. Une fois, elle avait enlevé le bracelet avant une douche et avait oublié de le remettre. Victor ne s'en était aperçu que le soir et s'était montré très agité, passant près d'1 heure à lui expliquer à quel point il était important de porter le bracelet en permanence. « Je ne sais pas, » marmonna-t-elle. « Mon mari a dit que je ne devais pas l'enlever. » L'homme soupira. « D'accord, alors regardons les choses ainsi. Depuis combien de temps le portez-vous ? » 3 mois. Depuis le milieu du mois de janvier environ. Et quand les épisodes ont-ils commencé? Comme celui de maintenant? Ada y réfléchit. La première fois qu'elle s'était sentie mal, c'était environ 2 semaines après que Victor lui ait offert le cadeau. Elle avait mis cela sur le compte du stress au travail à l'époque. Les préparatifs de l'audit annuel commençaient tout juste, et tous les départements travaillaient en mode intensif. Puis les épisodes se sont répétés plus souvent 1 fois par semaine, puis 2, puis presque tous les jours. Elle n'y avait pas accordé beaucoup d'importance, calmant les maux de tête avec des pilules et continuant à travailler. Environ 2 semaines plus tard, répondit-elle doucement. Rarement au début, puis plus souvent. Vous voyez, acquiesça Arthur. Coïncidence? Je ne pense pas. Ces bracelets magnétiques sont une chose controversée. Pour certains, ils sont inoffensifs, mais pour d'autres, ils peuvent être contre-indiqués, surtout si une personne a une tendance à l'arythmie ou au pic de tension artérielle. Avez-vous des problèmes cardiaques? Ada sentit tout se serrer en elle. Elle se souvint qu'il y a 1 an, elle avait passé un examen et le médecin avait noté une légère tachycardie. Rien de grave, avait-il dit.
Il faut juste surveiller votre routine et éviter les efforts excessifs. Victor le savait. Il était là lors du rendez-vous, lui tenant la main, la calmant. Oui, admit-elle. J'ai une légère tachycardie. L'homme fronça les sourcils. Avez-vous dit cela à votre mari? Bien sûr, il était avec moi chez le médecin. Et il vous a quand même acheté un bracelet magnétique? L'incrédulité résonnait dans la voix d'Arthur. C'est pour le moins étrange. N'importe quel médecin vous dira qu'avec des troubles du rythme cardiaque, de telles choses doivent être utilisées avec une grande prudence, ou mieux encore, ne pas être utilisées du tout. Ada se tut, ne sachant que répondre. Ses pensées étaient confuses, et la voix de Victor résonnait dans sa tête, « Je m'inquiète pour toi. Ce bracelet t'aidera. Fais-moi confiance. » Le téléphone dans sa poche vibra. Ada le sortit d'une main tremblante et vit le nom de son mari s'afficher à l'écran, Victor. Allô? Sa voix paraissait alarmée. Pourquoi n'es-tu pas au travail? Une irritation était audible dans son ton. Silu a appelé. Il a dit que tu étais sorti et que tu n'étais pas revenu. Que s'est-il passé? Où es-tu? Je me suis senti mal. Je suis sorti pour respirer. Je suis assise sur un banc près du bureau. Encore? Victor soupira avec un mécontentement non dissimulé. As-tu enlevé le bracelet? Ada regarda son poignet où la fine chaîne brillait encore sur sa peau sombre. Non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qu'il t'aide. Tu es probablement juste surmené. Demande à quitter le travail, rentre à la maison, repose-toi. Je finirai tôt, je ferai les courses et je préparerai le dîner. D'accord, répondit-elle mécaniquement avant de raccrocher. Arthur la regarda avec sympathie. C'était lui. Ada acquiesça. Écoutez mon conseil. Allez dans une clinique. Faites un bilan aujourd'hui même et découvrez la vérité. Et enlevez le bracelet, au moins pour un moment, jusqu'à ce que vous ayez les résultats. Voyez comment vous vous sentez sans lui. Elle défit lentement le fermoir et retira le bracelet. Le métal était chaud au contact de sa peau, d'un poids agréable. Étrange, mais en moins d'une minute, sa respiration devint un peu plus régulière et la pression dans sa poitrine s'atténua. Était-ce un effet placebo ou un soulagement réel? Ada ne le savait pas, mais la différence était palpable. Merci, murmura-t-elle en cachant le bracelet dans la poche de son blazer. Merci beaucoup. L'homme sourit doucement, paternellement. Prenez soin de vous, jeune femme. La santé est la seule chose qui vous appartient vraiment. Ne laissez personne la gérer pour vous, même vos proches. Il se leva du banc, ajusta son bonnet et s'éloigna lentement sur le sentier, laissant Ada seule. Elle resta assise encore quelques minutes, sentant ses forces revenir progressivement. Ses pensées s'emballaient, mais l'une d'elles perçait le brouillard avec une persistance particulière, et si Victor savait réellement? Non, c'était absurde. Son mari l'aimait. Il prenait soin d'elle. Il ne pouvait pas. Mais alors pourquoi insistait-il autant sur le bracelet? Pourquoi se mettait-il en colère quand elle oubliait de le mettre? Pourquoi n'avait-il jamais accepté lorsqu'elle suggérait d'aller chez le médecin pour faire vérifier son cœur? Ada se leva du banc, se sentant beaucoup mieux. Sa tête s'éclaircit. Son cœur battait régulièrement. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Silu Conquête. Ada. Sa voix paraissait inquiète. Comment vous sentez-vous? Mieux. Merci, monsieur Conquête. Je m'excuse d'avoir interrompu la réunion. Puis-je prendre le reste de la journée? J'ai besoin de voir un médecin. Bien sûr, bien sûr. Prenez soin de votre santé. Tout le reste peut attendre. Elle raccrocha et se dirigea lentement vers le parking où elle avait laissé sa voiture. Les paroles du médecin résonnaient dans sa tête, ne laissez personne gérer votre santé. Ada était assise dans sa voiture, les mains sur le volant, fixant le vide. Le moteur était éteint. Le silence l'entourait, rompu seulement par le bruit lointain de l'avenue. Le bracelet reposait dans la poche de son blazer, et elle se surprenait à porter mécaniquement la main à son poignet, vérifiant s'il était là. L'habitude. En 3 mois, c'était devenu un réflexe de toucher le métal frais comme s'il faisait partie d'elle. Victor l'y avait habituée, sans qu'elle s'en aperçoive, répétant jour après jour, n'oublie pas de mettre le bracelet. C'est important pour ta santé.
Elle se souvint de ce soir de janvier où il lui avait offert le cadeau. Ils étaient assis dans la cuisine après le dîner. L'appartement sentait la tarte aux pommes qu'Ada avait cuite spécialement pour son retour d'un voyage d'affaires. Victor sortit une petite boîte en velours de sa poche et la lui tendit avec un sourire. Ouvre-la. À l'intérieur, sur un coussin blanc, reposait l'élégant bracelet, une fine chaîne avec des inserts magnétiques soignés, chacun de la taille d'un grain de riz. Il scintillait à la lumière du lustre, paraissant coûteux et élégant. C'est pour toi, dit Victor en lui prenant la main. Je voulais trouver quelque chose de spécial depuis longtemps. Tu sais, après cette visite chez le cardiologue, je n'arrêtais pas de m'inquiéter. Tu travailles tellement, tu es nerveuse, et ton cœur. J'ai trouvé un spécialiste qui s'occupe de ces appareils. Ce n'est pas qu'un bijou. Le champ magnétique aide à améliorer la circulation, stabilise le rythme. Porte-le constamment, et tu te sentiras mieux. Ada fut touchée. À l'époque, Victor était toujours attentif, prévenant. Il se souvenait de sa santé mieux qu'elle-même. Elle l'embrassa, le remercia, et il attacha lui-même le bracelet à son poignet. Maintenant, ne l'enlève pas. L'effet ne vient qu'avec un port constant. Promis ? Promis. Et elle tint sa promesse. Pendant 3 mois, elle ne s'était pas séparée du bracelet une seule minute. Même la nuit, il restait à son bras. Victor surveillait. Chaque matin, en lui disant au revoir avant le travail, il l'embrassait et ne manquait pas de vérifier. Bracelet mis ? Oui, c'est bien. Je m'inquiète tellement pour toi. Au début, cela semblait touchant, puis habituel, et maintenant, assise dans la voiture avec le poignet nu, elle réalisait soudain que c'était étrange. Pourquoi insistait-il autant ? Pourquoi se mettait-il en colère si elle oubliait de mettre le bracelet ne serait-ce qu'une fois ? Pourquoi n'avait-il jamais suggéré de retourner chez le médecin pour vérifier si l'appareil aidait ? Elle sortit son téléphone et composa le numéro de la clinique privée où elle avait passé son examen il y a 1 an. La réceptionniste répondit à la 3e sonnerie. Centre de cardiologie Heartland. Comment puis-je vous aider ? Bonjour, ici Ada Vance. J'ai passé un examen chez vous il y a 1 an. Puis-je prendre rendez-vous avec un cardiologue ? De préférence aujourd'hui, s'il y a des disponibilités. Laissez-moi vérifier. Oui, nous avons un créneau à 16h30. Cela vous convient-il ? Parfait. Merci. Ada regarda sa montre. Il n'était que 11h30. Il restait plus de 4 heures avant le rendez-vous. Elle ne voulait pas rentrer à la maison. Victor savait probablement déjà qu'elle avait quitté le travail tôt et allait la questionner, l'appeler, s'inquiéter et elle n'était pas encore prête pour une conversation. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle démarra la voiture et se dirigea vers le front de mer. Là, au bord de la rivière, se trouvait un café tranquille où elle aimait parfois s'asseoir seule avec un livre ou simplement regarder l'eau. Après avoir garé la voiture, Ada entra dans le petit espace, commanda un thé à la menthe et s'installa à une table près de la fenêtre. La rivière coulait lentement, reflétant le ciel gris d'avril. Sur la rive opposée, les toits des vieilles maisons étaient visibles. Quelque part au loin, des nuages dérivaient. Ada entoura la tasse chaude de ses paumes et ferma les yeux, laissant ses pensées couler librement. Quand la détérioration avait-elle commencé ? Exactement 2 semaines après avoir mis le bracelet. D'abord juste une faiblesse le matin, puis des étourdissements, des palpitations cardiaques. Elle avait mis cela sur le compte du travail, du manque de sommeil, d'une carence printanière en vitamines. Victor soutenait cette version. Tu travailles trop. Tu as besoin de repos. Mais lorsqu'elle suggéra de prendre des vacances et de partir quelque part, il trouva des raisons pour reporter le voyage. Ce n'est pas le meilleur moment. Faisons-le en été ou en automne. Quand elle dit qu'elle voulait retourner chez le cardiologue, il l'en dissuada. Pourquoi gaspiller de l'argent ? Tu portes le bracelet. Il t'aide. Prends juste un vrai repos. Et quand elle enleva une fois le bracelet, Victor provoqua presque un scandale. Réalises-tu que tu risques ta santé ? Je n'ai pas dépensé autant d'argent pour rien. C'est un appareil médical, pas un jouet. Tu dois le porter constamment. À l'époque, Ada avait été effrayée par sa colère et s'était excusée. Elle pensait qu'il était simplement inquiet. Maintenant, elle commençait à voir la situation différemment. Son téléphone vibra. Un message de Victor, j'ai fini tôt. Je rentre à la maison maintenant.
Où es-tu? Comment te sens-tu? Ada regarda l'écran et tapa lentement une réponse, j'ai décidé de me promener. Besoin de respirer. Je serai là bientôt. D'accord. Je suis inquiet. Appelle quand tu rentreras. Je t'aime. Elle posa le téléphone sur la table et soupira. Je t'aime. Il disait cela chaque jour. Il prenait soin d'elle, préparait le dîner, s'enquérait de sa journée, offrait des cadeaux. Il était le mari parfait. Pourquoi, alors, son anxiété augmentait-elle? Ada se souvint de leur rencontre il y a 2 ans et demi. Elle venait de commencer son travail d'assistante exécutive, et lors d'un événement d'entreprise, elle fut présentée à Victor, un directeur des ventes prospères d'une entreprise partenaire. Il avait 9 ans de plus qu'elle. Confiant, charmant, il lui fit une cour magnifique. Des fleurs, des restaurants, des compliments. 6 mois plus tard, il la demanda en mariage. Ada était heureuse. Il lui semblait avoir trouvé la personne avec qui elle pourrait fonder une famille. Victor était fiable, stable. Il résolvait tous les problèmes domestiques, prenait en charge les questions financières, planifiait leur avenir commun. Elle se sentait protégée, mais progressivement, ses soins commencèrent à se transformer en contrôle. Au début, c'était imperceptible. Il demandait avec qui elle parlait au travail, s'intéressait à l'endroit où elle allait après le travail, lui demandait de le prévenir quand elle quittait le bureau et quand elle arriverait à la maison. Tout cela était servi à la sauce de la bienveillance. Je m'inquiète, c'est tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ada ne s'y opposait pas. Il lui semblait normal qu'un mari s'inquiète pour sa femme. Mais avec le temps, le contrôle s'intensifia. Victor n'aimait pas qu'elle reste tard au travail. Il fronçait les sourcils avec mécontentement si elle prévoyait de rencontrer des amis. Il s'irritait quand elle passait trop de temps sur son téléphone. Et puis le bracelet est apparu, et les épisodes avec lui. Ada regarda son poignet. Aurait-il réellement pu savoir que le bracelet était dangereux pour sa santé? Non. C'est absurde. Il l'aime. Mais s'il l'aime, pourquoi ne veut-il pas qu'elle se fasse examiner? Pourquoi insiste-t-il pour qu'elle porte le bracelet alors qu'il voit qu'elle va de plus en plus mal? Le téléphone vibra de nouveau. Un appel. Victor. Ada appuya sur le bouton vert. Allô, Ada. Où es-tu? Sa voix paraissait inquiète. Je suis à la maison depuis une demi-heure et tu n'es toujours pas là. Tu as dit que tu serais là bientôt. Je marche au bord de l'eau. J'ai besoin d'être seul. Une pause. Puis Victor parla lentement, avec des notes d'irritation. Seul. Tu t'es senti mal et tu as décidé de marcher seul. Ada, c'est irresponsable. Et si tu te sens mal à nouveau? Qui t'aidera? Je vais déjà mieux. As-tu le bracelet sur toi? Elle serra le téléphone plus fort. Non. Pourquoi? La voix de Victor monta. Veux-tu qu'une autre crise se produise? Ada, je ne comprends pas ce qui t'arrive. J'essaie de prendre soin de toi et tu ignores mes demandes. Victor, j'ai pris rendez-vous avec un cardiologue aujourd'hui à 16h30. Je veux vérifier si ce bracelet m'aide. Une autre pause. Plus longue. Cette fois, quand Victor reprit la parole, son ton avait changé, devenant plus doux, presque affectueux. Pourquoi as-tu besoin de médecins? Tu sais qu'ils ne font que vider ton portefeuille. Ils vont te prescrire une tonne de tests inutiles, t'assigner une montagne de pilules, et pour quel résultat? Le bracelet est un remède éprouvé. Remets-le simplement et ne sois pas nerveuse. Le stress c'est cela qui te fait du mal. Je vais chez le médecin quand même, dit fermement Ada. D'accord. Victor soupira. Si cela peut te rassurer. Mais mets le bracelet pour la journée, s'il te plaît pour moi. Elle regarda la poche de son blazer où se trouvait le bijou fatidique. Non, je veux que le médecin me voie sans. Pour comparer l'état. Ada? Une menace résonna dans sa voix. Tu ne m'écoutes pas. Cela va mal finir. Qu'est-ce qui va mal finir exactement? Elle sentit tout se tendre en elle. Ta santé. Victor cria presque. Sans le bracelet, tu iras encore plus mal. Je te le dis en tant que personne qui prend soin de toi. Ada ferma les yeux.
Les paroles du vieux médecin résonnaient dans sa tête, ne laissez personne gérer votre santé. Victor, je dois y aller. À ce soir. Elle raccrocha sans attendre de réponse et mit son téléphone en sourdine. Ses mains tremblaient, son cœur battait vite, mais pas comme ce matin. C'était de la peur. La peur de ce qu'elle commençait à comprendre. Son mari ne prenait pas soin d'elle, il la contrôlait. Et le bracelet était un outil de ce contrôle. Ada finit son thé froid et regarda sa montre. Encore 3 heures avant le rendez-vous. Elle prit un carnet et un stylo dans son sac, ouvrit une page blanche et commença à noter tout ce dont elle se souvenait, toutes les bizarreries qui semblaient auparavant être des broutilles. Janvier, a offert le bracelet, a insisté pour que je le porte constamment. Fin janvier, premier étourdissement. Février, les crises sont devenues plus fréquentes. Victor m'a dissuadé de voir le médecin. Mars, l'état s'est aggravé. Victor s'est mis en colère quand j'ai enlevé le bracelet. Avril, aujourd'hui, un vieux médecin a dit que le bracelet est nocif. Elle relut ce qu'elle avait écrit et ajouta une ligne de plus, Victor connaissait ma tachycardie. Il était avec moi chez le cardiologue. Le tableau devenait plus clair et plus terrifiant. Le téléphone vibrait silencieusement sur la table. Victor écrivait message après message. Ada ne les lut pas. Elle devait attendre le rendez-vous, apprendre la vérité, et ensuite. Ensuite elle déciderait quoi faire. Elle se leva de table, paya et sortit. L'air était frais, le ciel commençait à se dégager. Des rayons de soleil perçaient les nuages. Ada marcha lentement le long du front de mer, sentant qu'à chaque pas, il devenait plus facile de respirer. Sans le bracelet au poignet, pour la première fois en 3 mois, elle se sentait libre. À 15h30, Ada était au centre médical, un bâtiment moderne de verre et de béton au centre-ville. Le hall sentait l'antiseptique et le café fraîchement infusé. Derrière le bureau de réception se trouvait la même jeune fille qui l'avait inscrite au téléphone. Ada Vance, précisa T.L. Oui. Bureau 307, 3e étage. Le docteur Mercé vous attend. Ada prit l'ascenseur, trouva le bon bureau et frappa. Assise au bureau se trouvait une femme d'une 40aine d'années en blouse blanche, les cheveux courts et le regard attentif. Elle prit le dossier médical d'Ada. Bonjour, mademoiselle Vance. Entrez. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène? Ada s'assit dans le fauteuil moelleux en face du médecin et commença à tout lui raconter, le bracelet, les crises, les paroles du vieux médecin, et la façon dont son mari insistait pour qu'elle porte le bijou en permanence. Le docteur Mercé écouta attentivement, posant des questions de clarification de temps à autre. Montrez-moi le bracelet, demanda-t-elle. Ada le sortit de sa poche et le posa sur la table. Le médecin prit l'objet, le tourna dans ses mains et le tint à la lumière. Les inserts magnétiques sont assez puissants, à en juger par le poids. Avez-vous des antécédents de tachycardie? Oui, diagnostiqué il y a 1 an. Qui vous a recommandé de porter ceci? Mon mari. Il a dit que cela m'aiderait. Le docteur Mercé secoua la tête. Mademoiselle Vance, avec une tachycardie, de tels objets peuvent être dangereux. Le champ magnétique peut affecter le rythme cardiaque de manière imprévisible. Pour une personne en bonne santé, cela pourrait être inoffensif. Mais avec des troubles du rythme, c'est strictement contre-indiqué. Nous allons faire un ECG tout de suite, vérifier votre état, et je vous donnerai un rapport. Ada acquiesça, sentant une certitude glaciale grandir en elle. Victor savait. Il ne pouvait pas ne pas savoir. L'électrocardiographe vrombissait doucement, crachant une longue bande aux lignes dentelées. Ada était allongée sur la table d'examen, fixant le plafond blanc, essayant de respirer régulièrement. Les capteurs froids sur sa poitrine semblaient lourds, comme des encres la maintenant en place. Le docteur Mercé se pencha sur la machine, étudiant les mesures, et son visage devint progressivement plus sérieux. Vous pouvez vous rhabiller, dit-elle enfin. Ada se redressa, retira les capteurs et enfila son chemisier. Ses mains tremblaient encore légèrement, non pas de faiblesse, mais de tension interne. Elle avait peur d'entendre le diagnostic et, simultanément, elle avait soif de vérité. Le docteur Mercé retourna au bureau, plaça l'impression de l'ECG devant elle et l'étudia silencieusement pendant quelques secondes. Puis elle leva les yeux. Mademoiselle Vance, en ce moment votre rythme est dans les limites normales. Une légère tachycardie est présente, mais elle est contrôlée. Dites-moi, depuis combien de temps ne portez-vous plus le bracelet?
Depuis ce matin. Environ 5 heures, peut-être. Et comment vous sentez-vous? Ada réfléchit. Les étourdissements étaient passés quand elle était au bord de l'eau. La pression thoracique avait disparu. Elle se sentait fatiguée, mais c'était une fatigue normale, pas la faiblesse épuisante des dernières semaines. Mieux, admit-elle. Beaucoup mieux. Le médecin acquiesça. Je le pensais bien. Vous voyez, les bracelets magnétiques sont un appareil pseudo-médical. Leur efficacité n'est pas prouvée, et dans certaines conditions, ils peuvent causer des dommages. Vous avez une tachycardie, c'est-à-dire une tendance à un rythme cardiaque rapide. Le champ magnétique peut provoquer des troubles du rythme supplémentaires, causer des vertiges, de la faiblesse, de l'essoufflement, tout ce que vous avez décrit. Donc, le bracelet est contre-indiqué pour moi. La voix d'Ada était faible. Absolument. De plus, je vous recommande de ne plus jamais porter de telles choses. Je vais vous donner une prescription pour des tests supplémentaires, un Holter de 24 heures, une échocardiographie. Nous devons vérifier si le port prolongé du bracelet a causé des dommages sérieux. Ada sentit tout se glacer en elle. Des dommages sérieux. Pendant 3 mois, elle avait porté quelque chose qui détruisait lentement sa santé. Et Victor le savait. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Docteur, fronça-t-elle les sourcils. Qui a bien pu recommander un tel bracelet? Mon mari a dit qu'il l'avait acheté auprès d'un spécialiste. Le docteur Mercier réfléchit un instant. Un spécialiste entre guillemets. Internet regorge de tels articles. Ils sont vendus comme des appareils médicaux. Généralement, c'est du charlatanisme pur et simple. Soit votre mari n'a tout simplement pas approfondi la question et s'est fait avoir par une arnaque, soit. Elle ne finit pas sa phrase. Mais Ada comprit, soit il savait ce qu'il faisait. Merci, exhala-t-elle. Je passerai tous les examens. Bien. Voici la prescription. Nous pouvons poser le Holter demain matin. Vous le porterez pendant 24 heures. Nous ferons l'écho après-demain. Et pour l'instant, voici votre rapport. Le médecin lui tendit une feuille de papier avec le tampon de la clinique. Ada la prit et lut, patiente Vance à 31 ans. Diagnostic, tachycardie sinusale. Le port d'objets magnétiques est strictement contre-indiqué en raison du risque d'exacerbation des troubles du rythme cardiaque. Examen complémentaire requis. Elle plia le papier et le mit dans son sac. C'était un document, la confirmation officielle que le bracelet lui nuisait. Une preuve. Madame Vance. Le docteur Mercier la regarda intensément. Pardonnez cette question personnelle, mais qui exactement a insisté pour que vous portiez le bracelet? Mon mari. Ada prononça le mot de manière presque inaudible. Il connaissait votre diagnostic? Oui, il était avec moi lors du rendez-vous il y a 1 an. Le médecin resta silencieux pendant quelques secondes, puis dit doucement, vous comprenez. Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans votre vie privée, mais en tant que médecin, je suis obligé de vous avertir. Si quelqu'un vous donne consciemment quelque chose qui nuit à votre santé, en connaissant les contre-indications, c'est très grave. Peut-être devriez-vous consulter non seulement un cardiologue, mais aussi un psychologue ou un avocat. Ada acquiesça, ne trouvant pas de mots. Elle remercia le médecin et quitta le bureau. Le couloir était calme. Ada s'assit sur un banc, sortit son téléphone et remit le son. L'écran explosa de notifications. 17 appels manqués de Victor. 23 messages. Elle ouvrit la discussion et commença à lire, « Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas, Ada? Je m'inquiète. Appelle immédiatement. Ce n'est pas sérieux. Je suis ton mari. J'ai le droit de savoir où tu es. Si tu es chez le médecin, écris au moins. Je deviens fou. Est-ce que tu m'ignores après tout ce que je fais pour toi? Très bien. Garde le silence, mais je m'en souviendrai. Le dernier message avait été envoyé il y a 10 minutes. Ada expira et tapa une réponse courte, j'étais chez le cardiologue, je rentre en voiture. Nous devons parler. La réponse vint instantanément, enfin, j'attends. Ada rangea son téléphone et sortit de la clinique. Elle savait que la conversation qu'elle redoutait était sur le point d'avoir lieu, mais elle ne pouvait plus la repousser. Trop de questions, et elle avait droit à des réponses. Elle arriva à la maison, monta au 5e étage et ouvrit la porte avec sa clé. L'appartement sentait l'oignon frit et l'ail.
Victor préparait le dîner comme promis. Elle enleva ses chaussures, se dirigea vers le salon et le vit dans la cuisine. Il se tenait près de la cuisinière, remuant quelque chose dans une poêle, et se retourna en entendant ses pas. Enfin, il sourit, mais son sourire parut forcé. « Je pensais que tu ne reviendrais pas du tout. »« Pourquoi ne serais-je pas revenu ?» Ada restait debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Victor haussa les épaules. « Tu te comportes de façon si étrange aujourd'hui. Tu ne réponds pas aux appels, tu ignores les messages comme si j'étais un étranger pour toi. Victor, nous devons avoir une discussion sérieuse. » Il éteignit la cuisinière et se tourna vers elle. « Je t'écoute. » Ada sortit le rapport médical de son sac à main et le lui tendit. « Lis ça. » Victor prit la feuille, ses yeux parcourant le texte, et son visage changea lentement. D'abord la surprise, puis l'irritation, puis quelque chose ressemblant à de la colère. « C'est quoi ces bêtises ?» Il jeta le papier sur la table. « Une femme médecin a décidé que le bracelet est nocif. » « Sur quelle base ? » « Sur la base du fait que je souffre de tachycardie et que les objets magnétiques sont contre-indiqués avec ce diagnostic, répondit fermement Ada. « Tu le savais. » »« Je ne savais rien du tout. » Victor éleva la voix. « Je t'ai acheté un cadeau coûteux pour t'aider et tu m'interroges. Tu étais avec moi chez le cardiologue il y a 1 an. Tu as entendu le diagnostic. Tu savais. » Victor se retourna brusquement et frappa la table du poing. « Qu'est-ce que tu crois faire ? Tu m'accuses de vouloir te faire du mal. Je suis ton mari. Je prends soin de toi. Prendre soin, ce n'est pas me forcer à porter quelque chose qui détruit ma santé. Ça ne la détruit pas. Les médecins ne comprennent rien. J'ai lu des articles de recherche. La magnétothérapie aide pour la tachycardie. C'est contre-indiqué. » Ada sentit la colère bouillir en elle. « Et tu le sais. Pourquoi as-tu insisté ? Pourquoi t'es-tu mis en colère quand j'ai enlevé le bracelet ? Pourquoi m'as-tu dissuadé de voir des médecins ? » Victor s'avança vers elle, le visage contracté. « Parce que tu ne sais pas comment prendre soin de toi. Parce que sans moi, tu ne t'en sortiras pas. Tu travailles jusqu'à l'épuisement. Tu ne surveilles pas ta santé. Tu oublies de manger. J'essaie de te contrôler parce que tu en es incapable par toi-même. » Contrôler ? Ada sentit le mot lui écorcher les oreilles. « Tu veux me contrôler ? » ?»« Oui, » cria Victor. « Et il n'y a rien de mal à cela. Je suis ton mari. Je sais mieux que toi ce dont tu as besoin. Tu ne sais pas, » éleva-t-elle la voix à son tour. « Tu n'es pas médecin. Tu veux juste que je sois faible et dépendante de toi. » Victor se tut. Sa respiration était lourde, ses mains crispées en poing. Puis il expira et parla plus doucement, presque affectueusement. « Ada, tu es fatiguée. Tu es nerveuse. Mangeons. Nous allons nous reposer et tout ira bien. Je ne veux pas me battre avec toi. Je ne suis pas fatiguée. » Ada secoua la tête. « Je viens enfin de comprendre. Tu ne te soucies pas de moi. Tu me contrôles. Le bracelet n'est qu'un outil. Tu voulais que je me sente mal pour que j'aie peur et que je dépende de toi. C'est du délire. » Victor se détourna. « Tu réfléchis trop. Les médecins t'ont fourré toutes sortes d'absurdités dans le crâne. » Ada sortit le bracelet de sa poche et le posa sur la table. « Je ne porterai plus ça. Je n'écouterai plus tes ordres. Ma santé est ma responsabilité. » Victor se retourna brusquement, saisit le bracelet et le serra dans sa main. « Tu le regretteras. Sans moi, tu es perdu. Qui t'aidera quand tu seras malade ? Qui prendra soin de toi ? Je prendrai soin de moi-même. » Sa voix tremblait, mais elle tint bon. « Et si j'ai besoin d'aide, je m'adresserai à des médecins, à de vrais médecins, pas à un mari qui me glisse des objets dangereux. » Victor s'avança vers elle, la dominant de sa stature. « Tu es ingrate. J'ai tellement fait pour toi. Je t'ai épousée, je subviens à tes besoins, je prends soin de toi, et tu me traites comme ça. » Ada recula d'un pas, prendre soin n'est pas contrôler. L'amour n'est pas la manipulation. Tu n'as aucun droit de gérer ma santé. Si, je l'ai. Aboya Victor. Je suis ta femme pour le moment, dit Ada calmement. Un silence pesant s'installa. Victor la regarda, et dans ses yeux,
elle vit quelque chose de nouveau. Pas de la colère, pas de l'irritation, mais de la peur de perdre le contrôle. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» dit-il lentement. « Je veux dire que j'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin d'être seul. »« Où penses-tu aller ?» La voix de Victor devint dure. « Chez une amie pour quelques jours. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes sentiments. » Elle se tourna et se dirigea vers la chambre. Victor la suivit de près. « Tu n'iras nulle part. Nous allons régler ça tout de suite. » Ada prit un sac de sport dans le placard et commença à emballer ses affaires. Quelques sous-vêtements de rechange, un jean, un pull, une trousse de toilette. Ses mains tremblaient, mais elle se força à bouger. Victor se tenait dans l'encadrement de la porte, bloquant la sortie. « Ada, arrête ça. Tu ne vas nulle part. Pousse-toi. » Elle le regarda. « Non, Victor. J'ai dit, pousse-toi. » Il ne bougea pas. Ada sentit tout son être se crisper de peur, mais se força à faire un pas en avant. Victor lui saisit le bras. « Tu resteras ici. Nous allons parler normalement. Lâche-moi. » Sa voix était basse mais ferme. « Non. » Ada dégagea son bras d'un coup sec, le poussa à la poitrine et s'enfuit de la chambre. Elle attrapa le grand sac, son sac à main contenant ses documents et ses clés de voiture, et se précipita vers la sortie. Victor la rattrapa à la porte, mais elle l'avait déjà ouverte d'un coup sec et avait bondi sur le palier. « Ada, reviens immédiatement. » Son cri résonna dans la cage d'escalier. Elle ne regarda pas en arrière, dévala les escaliers, courant presque jusqu'à sa voiture, s'installa au volant et démarra le moteur. Victor sortit en trombe de l'entrée du bâtiment, mais elle sortait déjà de la cour. Ce n'est qu'une fois sur l'avenue qu'Ada s'autorisa à expirer. Ses mains tremblaient. Elle s'arrêta au bord du trottoir, alluma ses feux de détresse et resta assise quelques minutes, essayant de se calmer et de reprendre son souffle. Le téléphone vibra. Un message de Victor, « Tu le regretteras. Sans moi, tu n'es rien. » Ada bloqua son numéro, mit le téléphone dans son sac et conduisit vers la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance en ce moment, Iris Kincaid. La directrice des ressources humaines vivait à 20 minutes de là, dans un quartier calme avec des bâtiments de faible hauteur. Ada l'appela en chemin, « Iris, je m'excuse de te déranger ce soir. Est-ce que je peux venir? J'ai besoin d'aide. » Bien sûr, Ada, viens. Je suis à la maison. Quand Ada s'arrêta devant la maison, Iris l'attendait déjà sur le perron. Voyant ses yeux rouges et ses mains tremblantes, elle prit la jeune femme dans ses bras et la conduisit à l'intérieur. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Et Ada lui raconta tout, le bracelet, les crises, le médecin, le rapport médical et Victor. Iris écouta en silence, hochant la tête de temps en temps. Quand Ada eut fini, la directrice des RH lui servit du thé et dit calmement, « Tu as bien fait de partir. C'est ce qu'on appelle de la violence domestique, Ada. Psychologique. Il te contrôlait, te manipulait, sapait ta santé. Tu as besoin d'une aide juridique et de soutien. Demain, nous enregistrerons une semaine de congé pour toi. Pour l'instant, reste ici. J'ai une chambre d'amis. » Ada hocha la tête, sentant les larmes monter à ses yeux. Pour la première fois en 3 mois, elle se sentait en sécurité. Le samedi, Ada se réveilla alors qu'une lumière vive perçait à travers les rideaux. Pendant un instant, elle ne réalisa pas où elle se trouvait, puis se souvint, la chambre d'amis dans la maison d'Iris Kincaid. Une pièce simple et confortable avec des murs blancs, des meubles en bois et une odeur de lavande. Sur la table de nuit trônait le verre d'eau qu'elle n'avait pas fini la veille. Elle regarda son téléphone. 8 heures, vendredi. L'écran affichait 27 appels manqués d'un numéro inconnu et 3 messages. Victor, bien sûr. Elle avait bloqué son numéro principal, alors il appelait d'un autre. Ada ouvrit les messages. Ada, c'est de la folie. Rentre à la maison. Nous discuterons de tout calmement. Tu ne peux pas partir comme ça. Je suis ton mari. Nous avons des obligations l'un envers l'autre. Très bien. Tu veux jouer au jeu du silence? Joue. Mais souviens-toi, tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Le dernier message avait été envoyé à 6 heures du matin. Ada supprima la discussion et bloqua le nouveau numéro. Elle n'avait pas besoin de ces mots, de ces manipulations, de ces tentatives pour reprendre le contrôle. On frappa doucement à la porte.
Ada, tu es réveillée? Le petit déjeuner est prêt. Elle se leva, enfila un peignoir qu'elle avait emprunté la veille et alla dans la cuisine. Iris se tenait devant la cuisinière, faisant sauter des crêpes. Du miel, de la crème aigre et des baies fraîches étaient déjà sur la table. Bonjour, dit Ada en s'asseyant à la table. Bonjour, sourit Iris. Comment as-tu dormi? Mieux que ces dernières semaines. C'est bien. Prends ton petit déjeuner. Pendant que tu manges, j'appellerai Silas. Nous allons officialiser ton congé. Ada hocha la tête en se servant du thé. Elle se sentait étrange, à la fois libérée et perdue. Tout ce qui semblait stable et fiable dans sa vie s'était effondré en une journée. Le mari en qui elle avait confiance s'était révélé être un manipulateur. La maison où elle vivait depuis 2 ans n'était plus un lieu sûr. L'avenir qu'elle avait planifié s'était évaporé. Iris revint 10 minutes plus tard. Tout est réglé. Silas va valider un congé de 2 semaines. Il a dit, la santé est plus importante et tu dois te reposer correctement. Et j'ai aussi obtenu le numéro de notre avocate de famille. Tiens, note-le. Elle s'appelle Eleanor Tate, c'est une femme très compétente. Ada enregistra le numéro dans son téléphone. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. N'en parle pas, prends juste soin de toi et souviens-toi, tu n'es coupable de rien. Ce que ton mari a fait est de l'abus, de la violence psychologique. Tu as tout à fait le droit de te défendre. Ada hocha la tête en silence. Le mot « abus » sonnait de manière inhabituelle, presque étrangère. Il lui avait toujours semblé que la violence, c'était des coups, des cris, une agression manifeste. Mais ce que Victor faisait avait ressemblé à de l'attention pendant longtemps. Il ne l'avait pas frappée, ne lui criait pas dessus constamment, il la contrôlait simplement, la manipulait et sapait sa santé. Après le petit déjeuner, Ada appela l'avocate. Eleanor Tate s'avéra être une femme d'une 50aine d'années avec une voix calme et assurée. Elles convinrent de se rencontrer le lendemain. Ada passa le reste de la matinée dans la chambre d'amis à trier ses documents, certificats de mariage, relevés bancaires, dossier médical. Elle fit une liste de ce qui devait être discuté avec l'avocate. Et à chaque ligne, elle comprenait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Au déjeuner, Iris suggéra une promenade. Elles se rendirent dans un petit parc à proximité, marchant le long des sentiers. L'air était chaud, sentant le printemps et la fraîcheur. Ada respirait profondément, et il lui sembla soudain qu'elle avait oublié comment respirer librement. Tu sais, commença Iris, j'ai moi-même été dans une situation similaire autrefois, il y a longtemps, il y a 20 ans. Mon ex-mari était aussi très attentionné. Trop attentionné. Ada la regarda avec surprise. C'est sérieux? Absolument. Il contrôlait chacun de mes pas, appelait 10 fois par jour, vérifiait à qui je parlais, ce que je mangeais, où j'allais. Il disait qu'il s'inquiétait, qu'il m'aimait, que je ne pouvais pas m'en sortir sans lui, et je l'ai cru. Je l'ai cru pendant 3 ans jusqu'à ce que je réalise que j'ai tout fait. Et tout comme toi, je suis parti, j'ai fait mes bagages et je suis allé chez ma sœur. Lui aussi a appelé, a écrit, m'a supplié de revenir, a promis de changer. Mais je savais que ces gens-là ne changent pas. Ils apprennent juste à mieux cacher leurs besoins de contrôle. J'ai demandé le divorce. Il a résisté, mais à la fin, c'était fini. Et tu sais quoi? Pour la première fois, je me suis sentie vivante. Vraiment. Ada écoutait, et une sensation de chaleur se propagea en elle. Elle n'était pas seule. Elle n'était pas folle. Ce qui lui arrivait aussi aux autres, et il y avait une issue. Est-ce que tu l'as regretté? Demanda-t-elle doucement. Pas une seconde. J'ai seulement regretté de ne pas être partie plus tôt. Elles rentrèrent à la maison vers le soir. Ada se sentait fatiguée mais calme. Elle dîna, prit une douche et se coucha tôt. Une conversation sérieuse avec l'avocate l'attendait le lendemain. Le matin, Ada arriva au bureau d'Eleanor Tate, un petit espace au 3e étage d'un centre d'affaires. L'avocate l'accueillit chaleureusement, l'installa à une table et écouta attentivement toute l'histoire. Ada parla, trébuchant parfois sur les mots, s'arrêtant parfois pour rassembler ses pensées. Elle raconta l'épisode du bracelet, les crises, le rapport médical, le contrôle et la dernière dispute. Eleanor prit des notes, posa des questions de précision et, quand Ada eut fini, elle posa son stylo et la regarda dans les yeux. Ada,
ce que vous venez de décrire est un cas classique de violence domestique psychologique. Votre mari a utilisé des méthodes de contrôle, de manipulation et a porté atteinte à votre santé. Vous avez un rapport médical confirmant les dommages causés par le bracelet. C'est un document crucial. Que dois-je faire ensuite? La voix d'Ada tremblait. D'abord, assurez votre sécurité. Vous vivez chez des amis en ce moment? Oui. Bien. Ne rentrez pas chez vous seul. Si vous devez récupérer des affaires, faites-le en présence de témoins ou de la police. Deuxièmement, nous demandons le divorce. Selon les lois de l'État, vous avez le droit de dissoudre le mariage en raison de différences irréconciliables. Troisièmement, nous documentons toutes les tentatives de contact de sa part, appels, messages, visites. Tout cela pourrait être nécessaire s'il commence à vous menacer ou à vous harceler. Ada hocha la tête, notant les points principaux. Et à quelle vitesse le divorce peut-il être prononcé s'il n'est pas d'accord? Le processus pourrait s'éterniser pendant plusieurs mois. Le tribunal peut accorder un délai de réconciliation, généralement de 1 à 3 mois, mais compte tenu des circonstances abus psychologiques, documents médicaux nous pouvons accélérer la procédure. L'essentiel est votre position ferme. Ma décision est prise, Ada se redressa. Je ne retournerai pas vers lui. Eleanor sourit. C'est excellent. Commençons alors à préparer les documents. Je vais rédiger la requête dès maintenant. Vous la signerez et nous la déposerons au tribunal la semaine prochaine. En attendant, évitez tout contact avec votre mari. Ne répondez pas aux appels. Ne le rencontrez pas seul. Elles passèrent une autre heure à discuter des détails, division des biens, questions financières, pension alimentaire. Ada n'avait pas d'enfant avec Victor. L'appartement lui appartenait avant le mariage, mais elle avait droit à une part des biens acquis conjointement. La voiture était à elle, achetée avant le mariage. Cela simplifiait les choses. Lorsqu'Ada quitta le bureau, son âme se sentit plus légère. Elle avait un plan d'action clair et compréhensible. Elle ne se débattait plus dans l'obscurité, essayant de comprendre quoi faire. Maintenant, elle savait. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Ada s'arrêta près de la voiture, hésitante, puis répondit quand même. Allô? Ada. C'est moi. La voix de Victor paraissait fatiguée, presque pitoyable. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai besoin de te parler. Elle serra le téléphone plus fort. Nous n'avons rien à nous dire. Si. Je t'en supplie, écoute-moi. J'ai réalisé que j'avais tort. Je t'ai vraiment trop contrôlé, mais je l'ai fait par peur. La peur de te perdre. Je t'aime tellement, Ada. S'il te plaît, voyons-nous. Discutons de tout calmement. Victor, je demande le divorce. Une pause. Une longue pause pesante. Puis sa voix changea, devenant dure, froide. Tu es sérieuse? Absolument. Tu le regretteras. Tu penses que c'est si simple de me quitter? Je ne te donnerai pas le divorce. Je me battrai jusqu'au bout. Tu es ma femme et tu le resteras. La loi est de mon côté. J'ai le rapport médical. J'ai des preuves de ton contrôle. Tu ne peux pas me retenir. Rapport médical? Il rit malicieusement. Une femme médecin a écrit un bout de papier. Et tu penses que ça signifie quelque chose? Je trouverai 10 médecins qui diront le contraire. Fais ce que tu veux. Je n'ai plus peur de toi. Pas peur? Une menace résonna dans sa voix. C'est vain. Tu as oublié qui je suis. Je peux faire en sorte que tu sois renvoyé de ton travail. Je peux ruiner ta réputation. Je peux. Ada raccrocha. Ses mains tremblaient. Son cœur battait la chamade. Mais pas par faiblesse, par colère. Elle monta dans la voiture, prit une profonde inspiration et retourna chez Iris. Ce soir-là, elles étaient assises dans la cuisine à boire du thé à la camomille, et Ada raconta la conversation avec Victor. Iris fronça les sourcils. Il t'a menacé? Oui. Cela doit être documenté. Note toutes ces paroles tant que tu t'en souviens. S'il rappelle, active l'enregistrement. Une menace est déjà grave. Nous pouvons aller à la police. Ada hocha la tête. Elle se sentait acculée,
mais simultanément plus forte que jamais. Victor essayait de la briser, de l'effrayer, de la ramener sous son contrôle, mais elle ne céderait pas. Le lendemain, Ada se rendit à la clinique pour se faire poser le moniteur Holter. Ils fixèrent un petit appareil sur sa poitrine qui enregistrerait sa fonction cardiaque pendant 24 heures. Le médecin expliqua que c'était nécessaire pour avoir une vue d'ensemble et comprendre à quel point sa santé avait souffert du port du bracelet. Porteur, le moniteur n'était pas très confortable, mais Ada le toléra. Elle mena une vie normale, marcha, lut, aida Iris à la maison et pendant tout ce temps, le petit appareil enregistra chaque battement de son cœur. Un jour plus tard, elle retourna à la clinique, retira le moniteur et, quelques heures plus tard, reçut les résultats. Le docteur Mercer l'invita dans son bureau et posa les rapports sur le bureau. Mademoiselle Vance, commença-t-elle, les résultats montrent que vous avez effectivement eu des épisodes de troubles du rythme, tachycardie, plusieurs extrasystoles, mais dans l'ensemble le cœur est normal. L'essentiel est que vous ayez retiré le bracelet à temps. Si vous aviez continué à le porter pendant un mois ou deux de plus, les conséquences auraient pu être plus graves. Ada expira. Donc tout ira bien? Oui, à condition que vous surveilliez votre santé, évitiez le stress et, bien sûr, ne portiez plus jamais de tels objets. Voici votre rapport mis à jour. Vous pouvez le fournir à l'avocat. Ada prit le document et remercia le médecin. Elle avait maintenant une preuve de plus, une confirmation officielle que le bracelet lui avait réellement fait du mal. Le soir, elle rencontra Eleanor Tate et lui remit le nouveau rapport. L'avocate l'étudia et hocha la tête avec satisfaction. Excellent. Cela renforce notre position. Nous n'avons plus seulement des contre-indications, mais la confirmation d'un préjudice réel. La requête est prête. Signez ici et ici. Nous la déposons au tribunal demain. Ada signa les documents d'une main ferme. Elle franchissait une étape après laquelle il n'y aurait pas de retour, et elle était prête. Le lendemain matin, Eleanor l'appela. La requête est déposée. La date d'audience sera fixée pour le mois prochain. Victor recevra une convocation. Merci. Ada ressentit un soulagement. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Les jours suivants passèrent dans un calme étrange. Victor n'appelait plus et n'écrivait plus. Ada vivait chez Iris, l'aidait aux tâches ménagères, lisait des livres, se promenait dans le parc. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Silas Kincaid passa quelquefois, apporta des fruits et demanda des nouvelles de sa santé. Il était délicat, ne posait pas de questions inutiles, lui faisait juste savoir qu'elle n'était pas seule. Elle avait du soutien. Ada appréciait cela. Elle comprenait enfin ce que signifiait une véritable attention. Le genre qui n'étouffe pas, ne contrôle pas, n'exige pas, le genre qui existe simplement, comme une couverture chaude par une soirée froide. L'audience au tribunal était prévue pour le 10 mai, une chaude journée de printemps où la ville se noyait dans la verdure. Ada se réveilla tôt avant l'alarme et resta longtemps allongée à regarder le plafond de la chambre d'amis. Tout se déciderait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle obtiendrait sa liberté ou non. Elle ne voulait pas penser à l'autre option. Iris frappa à la porte vers 8 heures. Ada, le petit déjeuner est prêt. Tu dois manger avant le tribunal. Elle descendit à la cuisine. Ada but une tasse de thé fort avec du miel et mangea une demi-tranche de pain grillé, son estomac noué par la nervosité. Tout ira bien, Iris posa une main sur son épaule. Tes documents sont en ordre. La loi est de ton côté. Reste simplement confiante. Ada hocha la tête, essayant de croire en ses paroles. Elle arriva au palais de justice une demi-heure avant le début. Eleanor Tate l'attendait déjà à l'entrée, tenant un dossier de documents. L'avocate était vêtue de manière impeccable, son apparence inspirait le calme et la confiance. Prête, demanda-t-elle. Oui, acquiesça Ada, bien que tout à l'intérieur d'elle tremble. Elles passèrent le détecteur de métaux, montèrent au 2e étage et s'assirent sur un banc dans le couloir. Victor n'était pas encore arrivé. Ne vous inquiétez pas, dit doucement Eleanor. Tous nos documents sont en ordre, rapports médicaux, témoignages d'Iris, enregistrement des menaces. Le tribunal sera de votre côté. Victor apparut dans le couloir. Il marchait avec assurance dans un costume noir austère, une chemise d'un blanc immaculé et une cravate bordeaux. Avec lui se trouvait un avocat, un homme d'un certain âge au visage froid et détaché, une mallette en cuir coûteuse à la main. Victor jeta un bref regard à Ada,
et elle vit un mélange de colère et de mépris dans ses yeux. Il passa sans même dire bonjour et s'assit de l'autre côté du couloir. Ada se détourna. Son cœur battait régulièrement sans rater, sans le bracelet, sans peur, sans pression sur sa poitrine. Elle respirait librement. La porte de la salle d'audience s'ouvrit. Le greffier les invita à entrer. La salle était petite avec de hauts plafonds et des boiseries au mur. Ils s'assirent de côtés différents, Ada avec l'avocate à gauche, Victor avec son avocat à droite. La juge prit place et ouvrit la séance. Audience de l'affaire concernant la dissolution du mariage entre Victor Vance et Ada Vance, annonça-t-elle d'une voix claire. Demanderesse Ada Vance, veuillez exposer l'essentiel de la demande. Éléanore se leva. Votre honneur, ma cliente demande la dissolution du mariage en raison de l'impossibilité d'une cohabitation ultérieure. Le mariage a été conclu il y a 2 ans. Il n'y a pas d'enfant commun. Comme motif de divorce, nous présentons les preuves suivantes, rapport médical sur les dommages à la santé causés par les actions du défendeur, témoignages de témoins et enregistrement de menaces du défendeur. Elle remit le dossier de documents à la juge. La juge commença à les étudier, tournant les pages, prenant occasionnellement des notes. Victor était assis, tendu. Son avocat lui chuchota quelque chose à l'oreille en montrant son papier. Défendeur, vous opposez-vous à la dissolution du mariage ? Demanda la juge en levant les yeux vers Victor. Victor se leva, redressant les épaules. Je m'y oppose, votre honneur. Je crois que ma femme agit sous l'influence des émotions et d'un malentendu. J'ai toujours pris soin d'elle, j'ai subvenu aux besoins de la famille, je l'ai soutenue en tout. Toutes mes actions étaient dictées exclusivement par l'amour et le souci de son bien-être. Le bracelet mentionné dans la plainte était un cadeau destiné à améliorer sa santé. Je n'étais au courant d'aucune contre-indication. Avez-vous la preuve que vous ne connaissiez pas les contre-indications ? Précisa la juge. L'avocat de Victor se leva, posant ses mains sur la table. Votre honneur, mon client n'est pas un professionnel de la santé et ne pouvait pas connaître les subtilités de l'interaction des objets magnétiques avec les pathologies cardiaques. Il a acheté le bracelet en suivant les recommandations du vendeur, qui l'a assuré de la sécurité de l'objet. Mon client a agi avec les meilleures intentions, souhaitant aider son épouse. Éléanore objecta immédiatement. Votre honneur, dans les pièces du dossier se trouve un extrait du dossier médical de la demanderesse où le diagnostic de tachycardie sinusale posé en avril de l'année dernière est documenté. Le défendeur était présent lors du rendez-vous avec le cardiologue, ce qui est confirmé par l'inscription dans le registre de réception du Heartland Cardiology Center. Il connaissait le diagnostic. De plus, après l'apparition des symptômes de détérioration de la santé chez la demanderesse, il l'a activement empêché de voir des médecins, a insisté pour qu'elle porte le bracelet en permanence et a exercé une pression psychologique. Et après que la demanderesse a quitté le domicile, il l'a menacée par téléphone, ce qui est documenté dans l'enregistrement audio. La juge tourna la page, étudiant attentivement les documents médicaux. En effet, voici une conclusion du cardiologue Dr Mercé indiquant que les objets magnétiques sont strictement contre-indiqués pour la demanderesse avec ce diagnostic, et les résultats du monitorage Holter montrant des épisodes de troubles du rythme cardiaque pendant la période de port du bracelet. Monsieur Vance, pouvez-vous commenter ces données ? Victor se leva. Je ne suis pas médecin, votre honneur. Je voulais juste aider ma femme. Si le bracelet s'est avéré nocif, c'était une erreur involontaire, pas une intention de causer du tort. Et les menaces adressées à la demanderesse après qu'elle a quitté la maison. La juge le regarda sévèrement. Comment les commentez-vous ? J'étais dans un état émotionnel, votre honneur. Je ne voulais pas perdre ma famille. Peut-être me suis-je exprimé durement, mais je n'avais pas l'intention de menacer sérieusement. Ce n'était que des mots dits sous le coup de l'émotion. La juge activa l'enregistrement audio. La voix de Victor, enregistrée par Ada, résonna dans la salle, tu le regretteras. Tu penses que c'est si simple de me quitter ? Je ne te donnerai pas le divorce. Je me battrai jusqu'au bout. Tu es ma femme et tu le resteras. Je peux faire en sorte que tu sois renvoyé de ton travail. Je peux ruiner ta réputation. Je peux. L'enregistrement s'arrêta. Un silence s'installa dans la salle. La juge poursuivit, Monsieur Vance, est-ce votre voix ? Victor pâlit, de la sueur apparaissant sur son front. Oui, votre honneur, mais je ne voulais pas dire. Ce n'était que des émotions. Je ne prévoyais pas de donner suite à ces paroles.
Assez. La juge l'interrompit d'un ton froid. Je vois des motifs suffisants pour la dissolution du mariage. Compte tenu des circonstances de l'affaire, pression psychologique systématique sur la demanderesse, préjudice causé à sa santé en insistant sur le port d'un objet contre-indiqué, et menaces adressées à son encontre, je considère que le maintien de cette famille est impossible. Je n'accorde pas de période de réconciliation en raison de l'impossibilité évidente de restaurer les relations familiales. Le mariage entre Victor Vance et Ada Vance est considéré comme dissous. La décision entre en vigueur un mois après le jour de sa délivrance. Ada sentit quelque chose se briser en elle. Non pas de douleur, mais de soulagement, un soulagement immense, dévorant, qui roula comme une vague sur tout son corps. Elle était libre, officiellement et légalement libre. Victor bondit de son siège. Son visage était déformé par la rage. C'est injuste, votre honneur. Je ferai appel. Vous ne pouvez pas détruire ma famille comme ça. Vous pouvez déposer un recours conformément à la procédure établie par la loi, répondit calmement la juge. Mais la décision dans cette affaire est prise sur la base des preuves présentées et des lois de l'État. L'audience est levée. Elle frappa le marteau sur la table, et le son résonna dans la salle comme une sentence finale. Ada sortit du palais de justice, sentant ses jambes la portée d'elle-même. Le soleil brillait intensément, de manière aveuglante. L'air était chaud et frais, sentant le lilas et les jeunes feuilles. Eleanor marchait à ses côtés, souriante. Félicitations, Ada. Vous êtes libre. Dans un mois, la décision entrera en vigueur et vous recevrez le décret de divorce. Merci. Ada l'enlaça, sentant des larmes couler sur ses joues. Merci pour tout. Je n'y serais pas arrivé sans vous. Si, vous y seriez arrivé. L'avocate sourit. Vous êtes une femme forte. Parfois, nous avons juste besoin de soutien pour nous en rendre compte. Un mois plus tard, lorsque la décision de justice entra en vigueur, Ada reçut le certificat de divorce. Elle se tenait près de la fenêtre de l'appartement qu'elle avait loué une semaine auparavant, un petit studio dans un quartier calme avec un parc à proximité. L'appartement était modeste, mais elle y vivait seule. Personne ne contrôlait quand elle allait et venait. Personne ne vérifiait ce qu'elle mangeait ou à qui elle parlait. Personne ne la forçait à porter quelque chose qui nuisait à sa santé. Ada tenait le document entre ses mains, la preuve officielle qu'elle était une femme libre et indépendante, et elle souriait. La vie recommençait à zéro. Elle reprit le travail à la mi-juin. Silas Kincaid l'accueillit chaleureusement, lui serrant fermement la main. Ravi de vous voir de retour dans les rangs, Ada. J'espère que vous vous sentez bien. Oui, merci. Je suis prête à travailler. Iris l'enlaça maternellement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi. Tu sais où me trouver. Ses collègues la félicitèrent pour son retour sans poser de questions inutiles. Tout le monde comprenait qu'elle avait traversé quelque chose de lourd et respectait son choix de ne pas divulguer les détails. Ada se replongea dans ses fonctions, planification de réunions, coordination des départements, direction de conférences. Le travail l'absorbait complètement. Mais maintenant, ce n'était plus une fuite devant les problèmes, mais un retour à son vrai moi. Elle sentait la force, la confiance et la joie de ce qu'elle faisait revenir jour après jour. À la fin du mois de juin, quelque chose d'inattendu se produisit. Silas l'appela dans son bureau et lui proposa une promotion, le poste de vice-présidente de l'administration. Ada était stupéfaite. « J'apprécie votre travail, dit-il. Vous êtes une professionnelle sur laquelle on peut compter. Et après tout ce que vous avez traversé, vous êtes devenue encore plus forte. Réfléchissez à ma proposition. » Ada réfléchit pendant 2 jours et accepta. C'était un nouveau tournant dans sa carrière, de nouvelles opportunités, une nouvelle vie. Un jour, au début du mois de juillet, elle était assise sur ce même banc près du centre d'affaires où elle avait rencontré Arthur Vaughan pour la première fois. C'était la pause déjeuner. Ada buvait un café dans un gobelet en carton et lisait un livre, profitant de la chaude journée d'été. Et soudain, elle vit une silhouette familière. Un homme marchait sur le sentier, s'appuyant sur une canne. Arthur, appela-t-elle en sautant du banc. Il se retourna, scruta son visage et sourit largement. Ah, la jeune fille au bracelet. Comment allez-vous? Excellemment bien, Ada s'approcha de lui. Grâce à vous. Vous m'avez sauvé la vie à l'époque, et je veux que vous le sachiez. Il fit un pas de plus et s'assit sur le banc, posant sa canne à côté de lui. J'ai juste énoncé l'évidence,
mais vous avez pris la décision vous-même. C'est votre mérite, pas le mien. Tout de même, merci. Ada s'assit à côté de lui. J'ai divorcé, j'ai commencé une nouvelle vie sans le bracelet, sans contrôle, sans peur. J'ai été promu au travail, j'ai loué mon propre appartement. Je suis heureuse. Arthur hocha la tête. Son visage ridé rayonnait de gentillesse. Vous respirez différemment maintenant. Je le vois. Quand nous nous sommes rencontrés la première fois, vous pouviez à peine respirer. Et maintenant librement et facilement. Ada sourit. Oui, elle respirait vraiment différemment, librement, profondément, sans regarder en arrière, sans craindre que quelqu'un ne contrôle chacun de ses souffles. L'homme se leva, s'appuyant sur sa canne. Prenez soin de vous, jeune dame, et souvenez-vous, votre santé, votre vie, votre choix. Personne n'a le droit de vous enlever cela. Personne, jamais. Il s'éloigna lentement sur le sentier, et Ada le regarda partir, sentant une chaleur dans sa poitrine. C'était fini. Le passé restait derrière elle. Ada se leva du banc, se retourna et retourna au bureau, ressentant une incroyable légèreté dans son corps et une clarté dans ses pensées. Devant elle se trouvait le travail, de nouveaux projets et des plans pour l'avenir. Devant elle se trouvaient des rencontres avec des amis, des voyages et des rêves qu'elle pouvait désormais réaliser elle-même. Devant elle se trouvait une vie sans le bracelet, la vie même qu'elle avait choisie elle-même, construite de ses propres mains, et qui n'appartenait qu'à elle. Si vous avez aimé mon histoire et que vous voulez en entendre d'autres, allez-y et abonnez-vous à ma chaîne. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via Supertank. Cela signifierait beaucoup pour moi. Dans les commentaires, dites-moi de quelle ville vous regardez et quelle heure il est pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire voyage. J'ai ajouté 2 autres histoires de vie sur l'écran juste pour vous. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et continuons à passer du temps ensemble. Beaucoup d'amour. À bientôt.